Alors, bonjour à toutes et tous. Bonjour. Donc, on va vous présenter ce travail. Merci aux organisateurs d'avoir pensé à nous pour une conférence. Et on voit qu'elle a du succès, du moins sur le titre, repérer les signes du trouble du neurodéveloppement et après. D'ailleurs, on a modifié un petit peu la discussion à la fin pour vraiment coller à quelque chose de plus pratico-pratique que l'article dont nous allons vous parler, qui a été réalisé à partir d'un travail, d'un travail de thèse d'Eva Marengo-Sorli et qui a été longuement travaillé par le département universitaire de médecine générale de Montpellier-Nîmes avec son équipe de recherche Cali. Le titre, il y a eu plusieurs titres dans cet article, mais le titre d'aujourd'hui, c'est la double disparition de l'enfant atteint de troubles du spectre de l'autisme dans la consultation du médecin généraliste. Donc on va expliquer un petit peu cette étrange double disparition. Donc je m'appelle Bernard Clary, je suis professeur associé au département de médecine générale de Montpellier-Nîmes et co-responsable de la pédagogie. Je suis aussi et surtout médecin généraliste à Trèbes, pas très très loin d'ici, et MSU également. Je suis Béatrice Lognon, je suis professeure d'université de médecine générale. Je suis installée à la maison de santé pluriprofessionnelle universitaire à côté de Montpellier. Je suis aussi vice-doyenne de la faculté de médecine de Montpellier-Nîmes et je suis aussi médecin niveau 1 pour Occitadis, donc c'est un de mes liens d'intérêt. Je n'ai pas de lien d'intérêt lié à cette étude dans mes... Mais ça existe encore, médecin niveau 1 ? Oui, ça existe encore. C'est juste que l'article 51 est passé dans le mode habituel, n'est plus à l'article 51. Donc il n'y a pas de financement qui va avec, mais ça existe toujours dans le côté parcours. Voilà, on va vous expliquer tout ça. Donc, je vais commencer à parler. Donc, voilà, Béatrice, avec ses liens d'intérêt, nous n'en avons ni l'un ni l'autre en ce qui concerne le sujet du jour. Voilà. Désolée. Voilà. Alors, on commençait tranquillement par un contexte sur les troubles du spectre de l'autisme. Alors, selon le DSM-5, et la CIM-11, en fait, le trouble du spectre de l'autisme est classé par les troubles du neurodéveloppement en général, à côté de tout ce qui est troubles du développement intellectuel, que l'on dit TDI, les troubles du langage oral, qu'on qualifie de dysphasie, les troubles du développement de la coordination, anciennement appelés dyspraxie, les troubles spécifiques des apprentissages scolaires, qui étaient le trouble du langage écrit et du calcul, et le trouble déficit d'attention avec hyperactivité, qu'on appelle le TDAH, avec d'ailleurs ou sans le H. C'est caractérisé par deux dimensions symptomatiques. C'est surtout ces deux dimensions qui sont importantes en fait à maîtriser. Je vois que je ne maîtrise pas très bien l'informatique aujourd'hui. Un déficit persistant de la communication et des interactions sociales observé dans des contextes qui peuvent être variés et un caractère restreint et répétitif des comportements et des intérêts et des activités. Cette définition, en fait, elle est fondée sur un continuum de troubles autistiques dont l'aspect essentiel est que chaque élément peut survenir à un degré de sévérité qui est variable tout au long de la vie, et ce qui fait que derrière, le tableau que l'on a peut prendre des colorations qui sont variables selon la personne et selon le moment. La prévalence mondiale, mais qui est à peu près la même en France, c'est 1% enfants, dont 3% sont associés à des déficiences intellectuelles. La moitié d'entre eux présentent aussi des praxies et des déficits de langage oral ou dysfonction attentionnelle. 15% aussi peuvent présenter aussi une épilepsie. Et nous avons 5 garçons pour une fille qui présentent le trouble du spectre autistique. Une nouveauté, je ne sais pas si parmi vous, certains l'ont déjà vu, c'est le carnet de santé 2025. Pour ma part, je n'ai pas encore eu le bonheur de pouvoir le feuilleter, hormis en PDF, mais je n'ai pas eu physiquement ce carnet de santé 2025 qui vraiment devient un outil qui correspond vraiment à nos besoins. Tout cela aussi probablement parce qu'il a intégré des professionnels de santé dans sa conception qu'il utilisait de manière quotidienne. À main levée, là, qui c'est qui connaît le nouveau carnet de santé depuis le 1er janvier ? Ah, quand même. Vous l'avez tous vu, en vrai ? Ah, bon, l'héros, on est un peu en retard alors. Hein.
parce que... Je veux bien juste compléter parce que ça fait partie des travaux qu'on a menés. Ce carnet de santé a été fait en lien avec la même équipe qui avait fait la grille de repérage des troubles du neurodéveloppement dont je faisais partie au ministère et qui a repris les items qui marchaient le mieux pour les intégrer dans le carnet de santé et ensuite renvoyer sur la grille. Parce que moi, je suis beaucoup de nouveau-nés et en fait, je n'ai pas encore eu le bonheur de feuilleter, j'ai toujours les anciens. Donc, j'espère que vraiment, en 2026, je vais pouvoir avoir le carnet de santé 2025, ce qui serait plutôt pas mal. Donc, en fait, vous connaissez tous. Donc, en fait, ce que je vous dis là, vous maîtrisez parfaitement. Et vous savez qu'en fait, ça nous permet de cliquer, de repérer et de checker tous ces petits indices qui nous permettent de dire, attention, s'il y a quelque chose, eh bien derrière, je peux cocher et aller scanner directement et remplir en ligne le formulaire d'adressage vers la PCO. Qui l'a déjà utilisé? Parce que l'avoir vu, c'est une chose. L'avoir utilisé et rempli? Quand même. D'accord. OK. Donc, les 3 signes d'alerte qui sont vraiment les plus importants pour nous en tant que médecins généralistes, mais pas que les médecins généralistes. Là, on parle à une population médecine générale, mais c'est aussi valable pour toutes les personnes qui sont intervenants auprès des jeunes enfants, c'est-à-dire les pédiatres, il peut y avoir les sages-femmes. Donc, c'est vraiment important de les sensibiliser au fait qu'à 12 mois, il faut absolument qu'un enfant réponde à son nom. Il faut qu'il montre du doigt les objets qui l'intéressent. 14 mois. Si à 14 mois, ce n'est pas le cas, attention, c'est vraiment un signe dangereux. Et de jouer à faire semblant à 18 mois, ça aussi, c'est un signe vraiment d'alerte important. Si 2 de ces signes d'alerte sont cochés, ça veut dire qu'il y a un fort risque, enfin, il y a un risque en tout cas du trouble du spectre autistique. Évidemment, il y a d'autres symptômes, vous le savez, éviter le contact visuel. C'est l'enfant qui cherche et qui détourne son regard quand vous le voyez en consultation. Il a du mal à exprimer un peu ses sentiments. C'est la maman qui dit que son enfant n'est pas comme celui d'avant. Il présente aussi un retard de l'acquisition du langage. Il répète aussi des mots, des phrases, c'est ce qu'on appelle l'écholalie. Et puis, il donne des réponses qui ne correspondent pas forcément aux questions qu'on lui a données. Et puis, si ce n'est pas standardisé et si ce n'est pas comme d'habitude, en fait, il s'énerve. Quand on voit nos patients qui présentent un trouble du spectre auditif, on sait très bien qu'ils ont un rituel dans la consultation. C'est eux qui choisissent de dire bonjour ou pas, ou de faire un câlin ou pas. C'est eux qui choisissent d'aller sur la table. Et en fait, finalement, c'est comment nous, on accompagne cet enfant qui a des spécificités pour que derrière, on puisse avoir un examen qui soit équitable pour lui. Ouais. Voilà, donc, une fois le décor planté, nous avons fait une étude qui remonte déjà il y a quelques années, il y a 4 ans, 5 ans. Et c'était une étude dont on avait regardé dans la littérature, avec une étudiante qui était sensibilisée au sujet. Et dans la littérature, il y a plein d'études sur les connaissances des médecins. Mais il n'y a pas d'études dans la littérature sur le ressenti des médecins. Et on s'est dit, tiens, on va quand même les interroger parce que ce sont des consultations qui nous marquent. Je pense que si vous avez suivi un ou des enfants atteints du trouble du spectre de l'autisme, c'est des consultations qui sont toujours particulières. Et on va voir pourquoi ici. Et l'objectif de l'étude était de comprendre les différentes perceptions et attitudes des médecins généralistes envers les enfants atteints de TSA en se basant sur leur expérience vécue versus le versant en connaissance qu'on connaissait déjà, qui était déjà étudié. Voilà. Donc, je vous donne la méthode, je vais aller très vite. Une analyse qualitative par théorisation ancrée. On a fait des focus group, groupes de discussion focalisés, un peu plus d'hommes que de femmes, oui c'est ça, même plus d'hommes que de femmes, 5 femmes, 17 hommes, de 28 à 62 ans, en 3 focus group. Le guide d'entretien a été centré sur la personne, il a exploré les dimensions des représentations, l'expérience vécue, le rôle et les besoins. Et comme on est à Montpellier, on a fait une théorisation ancrée, puis on l'a complétée par une analyse phénoméno-pragmatique, mais bon, on est de Montpellier ou on ne l'est pas, n'est-ce pas? Jusqu'à saturation des données, peu importe. Ça, c'est du mécanisme méthodologique de l'analyse quali, ce n'est pas le propos d'aujourd'hui. Alors, les résultats. Les résultats, c'est le plus important. Je n'ai pas mis les résultats. Les médecins généralistes, ils ne pouvaient pas se satisfaire d'une définition qu'ils jugeaient complexe et peu opérationnelle. Ils avaient des définitions partout, et en plus ils en avaient plusieurs.
au moment où on a fait l'étude, ça a été à la frontière entre les deux recommandations. Il y avait une ancienne recommandation qui n'était pas adaptée, ce qui m'a d'ailleurs valu les foudres au début quand on a voulu publier, parce que j'avais écrit que les recommandations n'étaient pas adaptées, sauf que la recommandation d'après, qui est beaucoup plus adaptée, on en est très content maintenant, enfin du moins c'est quand même un grand progrès, et donc c'est pour ça que ça a changé entre les deux. Donc à l'époque, parce que ça a évolué et dans le bon sens, les médecins généralistes, de toute façon, ils disent qu'ils s'en fichent un peu de la définition. Et ils ont proposé une définition qui est liée à leur expérience personnelle en utilisant des termes vagues. Donc vous avez une sorte d'entité informe où rien n'est certain. C'est très déconcertant parce qu'il n'y a rien. Ce n'est pas du refus, ce n'est pas de la crainte, c'est rien, un nœud d'incompréhension, etc., etc. On a beaucoup de verbatim qui illustrent ça. Et donc on en a fait une catégorie simple. Pour les médecins généralistes, l'autisme était un trouble étrange de la relation médecin-patient qui les déconcertait. Alors, du coup, il en résulte la première, je vous ai dit qu'il y en avait deux de disparition, la première disparition de l'enfant atteint du trouble du spectre de l'autisme. En effet, comme il sort du champ de vision et du cadre de référence, le médecin généraliste, il est paumé, il n'arrive pas à communiquer, il est complètement paumé, d'accord ? Il ne comprend pas ce qui se passe finalement. Lors de la consultation, c'était la première disparition de l'enfant. Donc il ne pouvait pas écouter cet enfant qui ne parle pas, qui n'établit pas de contact visuel, et il ne peut pas même toucher l'enfant. Donc les médecins ont noté la difficulté d'examiner un enfant qui n'est pas présent. Quand j'arrive, alors voilà, et de temps en temps, ils essayaient de faire un simulacre d'examen clinique. Simulacre parce que, vous voyez le verbatim du médecin 7, quand j'arrive à poser ma main sur son ventre, sans qu'elle ait peur, eh bien ses parents sont contents. Donc on voit déjà que l'attention du médecin, elle commence à se diriger vers les parents. Et puis, j'ai écouté la mère parce qu'elle était là, c'est incroyable. J'ai écouté la mère parce qu'elle était là. Mais enfin, la mère, elle t'a amené l'enfant. J'ai écouté la mère parce qu'elle était là. Donc l'enfant, il n'est déjà plus là, quoi. Hein. Ça, c'est assez extraordinaire. Et le médecin, du coup, comme il est paumé, et franchement, à chaque fois qu'on est paumé, on cherche nos clés sous le réverbère. Hein. Nous, c'est pareil. Hein, on se réfugie sur ce qu'on sait faire. Et comme on n'arrive pas à prendre la dimension communicationnelle avec cet enfant, eh ben, le rôle du médecin généraliste pour rétablir son rôle, parce qu'ils ont envie de faire leur boulot et de façon tout à fait légitime, c'est rassurer, réconforter les gens dans leur rôle, les gens au sens de la famille, hein, même s'ils faisaient un excellent travail, et avec la délégation même de l'expertise, et on parlera des parents tout à l'heure, la délégation de l'expertise à la famille. Ce sont eux qui ont raison, pas moi. Donc notre catégorie, c'était la suivante. Confrontés à la perte de contact sensoriel avec l'enfant atteint de TSA, les MG perdaient leur valeur professionnelle vis-à-vis de l'enfant, se désengageaient de son suivi, donc, et pour retrouver leur valeur, ils se concentraient sur le soutien à la famille reconnue comme experte. C'est notre deuxième catégorie. La troisième catégorie, c'est la seconde disparition de notre pauvre enfant qui disparaît 2 fois. Et pourquoi ? Parce que, donc, finalement, les MG, ils s'occupent de la famille, et puis quand même, ils font leur job, c'est-à-dire, ils considèrent que leur rôle est d'orienter devant un doute diagnostique, mais ils le faisaient, et finalement, contrairement aux recommandations, hein, contre les recommandations, ils disaient qu'ils avaient le temps. Pourquoi ils disaient qu'ils avaient le temps ? Parce que ils craignaient les conséquences du diagnostic sur les parents, pour éviter la stigmatisation, et ensuite parce que selon eux, ça semblait en rien modifier le pronostic, ce qui est contredit par les données de la science. Hein. Les recours, elles nous disent bien qu'il vaut mieux, plutôt on s'en occupe, mieux c'est. Hein. Mais pour eux, ça ne changeait rien. Et comme ils avaient peur de stigmatiser, ben finalement, ils se disaient qu'ils avaient le temps. Ceci dit, puisque j'ai enlevé cette partie-là, sinon ça aurait été trop long, ceci dit, la reco, elle dit bien, et la nouvelle reco, la dernière reco de 2018, elle dit bien quand même que le rôle des parents est important et que l'aspect inquiétude des parents, c'est ce qui différencie des items de la reco américaine qu'on a mis, l'inquiétude des parents est un facteur majeur d'alarme, est un signe majeur d'alarme. Hein, d'accord ? Et donc, c'est un trouble de la communication sur lequel moi, je n'ai pas envie de mettre une étiquette en urgence. Bon, ok, on en a parlé. Et une fois qu'ils ont orienté l'enfant, il a disparu une deuxième fois. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est parti dans une structure spécialisée, ben, on n'a plus de nouvelles. Le rôle des médecins généralistes consistait à orienter le patient vers un spécialiste en cas d'intuition clinique.
pas de problème, mais les MG avaient plusieurs raisons de se donner du temps, plusieurs mauvaises raisons, hein, mais bon, on ne l'a pas écrit dans la catégorie, d'autant plus qu'une fois le diagnostic posé, ils perdaient de vue le patient et n'avaient plus leur place dans le parcours de soins, et c'est ainsi que notre enfant disparaît une seconde fois. Alors, la dernière catégorie sur les besoins des généralistes, la classification, ils s'en fichent, hein. Mais par contre, ils ont besoin de savoir, j'imagine, si vous êtes là nombreux aussi, c'est que vous avez aussi besoin de savoir, et moi aussi j'ai besoin de savoir, comment gérer leur implication. Comme M5 qui dit, je n'ai pas besoin de savoir s'il existe des dizaines de classifications, ça ne m'est d'aucune utilité, mais pour M4, la nécessité de comprendre les modes de communication particuliers de cet enfant. Les médecins généralistes ont exprimé le besoin d'acquérir des compétences et des stratégies communicationnelles avec l'enfant atteint de TSA, pour retrouver leur rôle et leur valeur, parce que quand même, ils ont occulté l'enfant, mais ils se disent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas quand même, hein. Ils le ressentent bien. Voilà. La discussion, la première étape de discussion, puis après on va rentrer dans le pratico-pratique de la prise en soin, mais c'est quand même la perspective éthique de ce travail. En effet, pour reconnaître cet enfant, d'accord, on propose de revenir à une relation dyadique. Alors qu'est-ce que ça veut dire, la relation dyadique ? En fait, et ça a été montré dans la littérature, ce que je ne vous ai pas dit, parce que j'ai enlevé les diapos de discussion, parce que c'était redondant, c'est que tout ce qu'ont dit les généralistes, on le retrouve dans la littérature, y compris pour d'autres troubles du neurodéveloppement. C'est-à-dire que finalement, ces catégories, elles sont presque... Alors, on n'a pas fait l'étude, hein, on ne peut pas le dire, mais franchement, dans la littérature, on voit qu'ils travaillent sur d'autres troubles et dit que finalement, c'est les mêmes résultats. Bon, que ce soit en quanti ou en quali. Alors, cette histoire de... Il y a une étude qui montre qu'au lieu d'avoir une relation entre le parent et les enfants, et le médecin, parent, enfant, médecin, c'est-à-dire une relation triadique. En fait, il y a 3 relations dyadiques, 3 couples de relations qui se fondent. Il y a parent, médecin, parent, enfant et médecin, enfant. D'accord ? Donc, c'est 3 dyades qui se font au lieu d'une triade. Parce qu'il y a un trouble de l'attention conjointe, ce que je ne vous ai pas dit. Le trouble d'attention conjointe, c'est permettre, si vous voulez, l'intégration d'un tiers dans une communication. Et ce trouble de l'attention conjointe, eh bien, il implique ça. Il implique qu'il n'y a plus que des dyades et il n'y a plus de triades possibles. Mais pour autant, si on revient à Lévinas dans Totalité infinie, le visage de l'autre me parle et m'invite ainsi à une relation qui n'est pas à la mesure du pouvoir exercé, qu'il s'agisse de jouissance ou de savoir. Pour nous, ici, bien sûr, c'est le savoir, qui n'est pas à la mesure du pouvoir exercé. C'est-à-dire qu'il faut retrouver, si on prend en soin cet enfant, plutôt que de l'occulter, il va falloir tout faire pour retrouver, parce que ce n'est pas du tout une question de savoir. Et quand il n'y a rien devant soi, ils le disent. Quand l'autre est absent, ils le disent aussi, c'est dans les verbatims. Comment le médecin peut exercer en pleine possession ses valeurs ? D'accord ? Cette perspective éthique, elle relève d'une éthique de la reconnaissance. Et là, j'ai une phrase d'Amezen, qui est d'une émission de France Culture. D'ailleurs, je n'ai pas trouvé, peut-être, j'ai pas trouvé d'écrit, mais peut-être qu'il y en a. Poser que la vie intérieure de l'autre existe, quelle que soit la façon dont il se présente, est un préalable indispensable à la prise en soin. Amezen étend, si vous voulez, le concept de dire attention, si vous n'arrivez pas à communiquer avec un patient, pour autant il existe, relation dyadique, et pour autant poser que sa vie intérieure de l'autre existe, ça veut dire qu'il est possible quand même de le prendre en compte comme un autre, comme l'autre avec un A. Et c'est vrai pour, Amezen l'étend d'ailleurs, à toutes les pathologies avec un trouble de la communication. Hein. Franchement, hein, si je sors du cadre de la santé de l'enfant et que je me dépêche et que je prends en soin une patiente qui a la maladie d'Alzheimer, je vais soigner les dents, non ? Ça vous est pas arrivé d'oublier complètement la patiente ? Moi, ça m'est arrivé. Hein. Voilà. Donc, j'ai pensé à Amezen. Donc, la première chose, c'est ça, c'est retrouver une attitude pour cet enfant, une attitude qui puisse permettre quelque chose de l'ordre de la communication avec cet enfant. Ensuite, on va partir au pratico-pratique. Premièrement, qu'est-ce qu'on fait ? On a des doutes, ça y est. On va d'abord flécher une consultation de soins primaires dédiée au neurodéveloppement. Alors ça, c'est la reco, hein, de l'enfant à la recherche des signes des TSA.
avec un examen clinique et neurodéveloppemental, des acquisitions, des évolutions, le MChat. Est-ce qu'à main levée, là, il y a des gens qui connaissent le MChat? Quand même, hein. Vous avez bien progressé par rapport à la littérature. On l'a fait il y a 5 ans et je trouve qu'on a bien progressé. Il y a une étude néo-zélandaise, je crois, sur 17 médecins, il y en avait un qui connaissait le MChat. Là, la proportion est quand même beaucoup plus importante. Je vous en félicite. Alors, le MChat, c'est un hétéro-questionnaire qu'on distribue aux parents et en fonction des réponses, on a des signes d'alerte sur troubles du spectre de l'autisme ou pas. L'entretien familial, recommandé bien sûr par la HAS. Il y a une cotation spéciale, bon, peu importe, mais ce qui est important, c'est que des fois, dans la prise en soin d'une pathologie aiguë, pour cet enfant, on n'a pas le temps de faire ça. C'est pour ça qu'il faut se poser pour établir, d'abord, on a vu la relation avec cet enfant qui nous échappe, et puis arriver à faire la totalité de tout ça. Voilà. La deuxième chose à faire, une fois qu'on a fléché, on va orienter. Alors, premièrement, pas orienter versus spécialisation, orienter pour des bilans audition, motricité, qualité du langage, kiné, orthophonie. Ça, c'est remboursé. Et ça fait gagner du temps par rapport à la prise en charge que Béa va vous développer maintenant. D'accord ? Mais il faut commencer par le commencement, et commencer par les choses qui sont remboursées, ça fait gagner du temps. Et ça fait gagner du potentiel aux enfants. Voilà. Alors, du coup, je continue après Bernard. Dans un deuxième temps, on va utiliser la consultation de seconde ligne qui est demandée par la plateforme de coordination PCO grâce au livret de repérage via trajectoire. Tout le monde connaît bien via trajectoire et tout le monde considère que ça fonctionne très bien quand ça fonctionne. Pour autant, il faut que des fois, ça fonctionne. Et nous, quand on était Occitadis, en fait, on passait par la plateforme Occitadis pour réaliser ça. Bon, on utilisait Spico à l'époque. Alors, la discussion en pratique, donc trajectoire, on crée un dossier vers la plateforme. Donc, vous avez vu qu'à partir du nouveau dossier, vous allez pouvoir scanner et remplir directement le dossier demandé, remplir l'identité, remplir le volet de repérage. Il faut bien faire attention parce que pour nos patients, en fait, ce qui est important, c'est que ce qu'on note dans ce dossier, que ce soit dans notre dossier informatisé et le dossier et le carnet de santé, mais aussi ce que l'on note dans le dossier qui va vers la plateforme. Création du volet d'adressage et l'envoi vers la plateforme. Et ensuite, ça se fait de façon automatique vers la PCO. Et donc ensuite, c'est trié. C'est pour ça que c'est hyper important d'être exhaustif et bien rempli, parce que s'il manque une information, ça va générer un retard avec derrière une demande d'information complémentaire. Il va y avoir sinon une validation, ou alors au contraire dire que ce n'était pas éligible. Donc vous avez le petit scan qui reprend le trajectoire. Alors, le rôle de la PCO, en fait, ce qui est important, c'est que c'est une équipe qui décide, qui propose un projet d'intervention en fonction des caractéristiques de l'enfant. Ah, professionnel, on s'est trompé, là, et on a mis un accent aigu. On devait être fatigué, Bernard. Donc, et après, c'est en fonction de l'âge de l'enfant, ça décide de son envoi soit vers le CAMS, soit vers un CESAD ou un IME, un ULIS. Alors, le PCPE, moi, j'ai jamais eu l'occasion de m'y confronter. Et en fait, c'est plus aussi barré l'âge pour les 6 ans, puisque le CAMS peut aller au-delà de 6 ans. Et en fait, l'IME peut commencer aussi avant 6 ans, selon les endroits où l'on exerce. La PCO contacte la famille et fait une proposition de parcours. La PCO peut déclencher un dispositif d'intervention précoce, et c'est là où on rejoint en fait Occitadis, qui permet d'avoir une sorte d'enveloppe qui permet la prise en charge de soins qui ne sont habituellement pas pris en charge, type ergothérapie, psychomotricité, psychologue. C'est le même principe que pour Occitadis. Et ce n'est pas fongible avec quand on a une aide des allocations type MDPH. La famille contacte les structures, et c'est là où le médecin traitant réapparaît. En fait, on disparaît de la vie de l'enfant, mais là, on réapparaît parce que la famille, on leur demande de contacter les structures, mais elles sont perdues. Donc, qu'est-ce qu'elles font ? Elles viennent nous voir, elles nous demandent des explications complémentaires. Vers qui docteur je dois aller ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est pas bien ? Et en plus, on a un rôle d'administratif. De toute façon, quand il y a un problème administratif, c'est vers nous que ça vient toujours, puisqu'il faut demander l'ALD et remplir le dossier. MDPH... qu'il faudra remplir chaque année, parce qu'on sait qu'effectivement, ça disparaît chaque année, l'autisme. Alors,
Ce qui est important pour nous, en dehors du côté administratif, mais qui est important pour le patient, je dis je râle, mais pour le patient, c'est important, c'est à la fois la reconnaissance de l'handicap de la personne, mais aussi ça leur permet d'avoir des aides. Donc effectivement, il faut aussi apprendre à remplir correctement un dossier MDPH, parce que pour eux, ça leur ouvre des portes. Ce qui est important pour nous, et je pense que pour tous les professionnels qui ont été en contact avec une personne qui souffre du spectre autistique, la construction d'un lien de confiance avec l'enfant est quelque chose de primordial, parce que ça permet de suivre l'enfant avec une équité dans le soin. Si on n'arrive pas à avoir un lien de confiance, mais derrière, on ne pourra pas lui proposer la vaccination parce qu'il va y avoir un refus. Toutes les consultations vont être difficiles. On aura des difficultés pour lui proposer, par exemple, le sport adapté, parce qu'il existe des choses que l'on peut proposer en dehors du soin classique. Donc, qu'est-ce qu'on fait aussi? On coordonne les soins pour les patients qui sont hors structure. C'est-à-dire que je pense que vous êtes confrontés comme nous. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des patients qui sont en dehors parce qu'en fait, ils ne rentrent pas tout à fait dans le créneau de la structure ou de toute façon, il n'y a pas de place. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Les familles se retrouvent à... Moi, j'ai des patients qui ont arrêté leur activité. Moi, j'ai des mamans qui se retrouvent, qui démissionnent pour pouvoir prendre en charge leurs enfants. Il faut qu'on soit soutenant pour la famille. Et en fait, chaque année, on doit les revoir et puis on regarde un examen clinique, mais comme on fait à tous les enfants, c'est pour ça que c'est une équité de soins. Et par contre, notre rôle spécifique par rapport à cet enfant-là, c'est vraiment de voir la coordination avec les autres, les orthophonistes, les autres professionnels qui rentrent dans leur vie, le kiné ou le psychomotricien. Oui, du coup, je vais vite. Oui, pardon. Il y a une cotation spécifique, mais on s'en fout, c'est pas l'objet. Donc, des ressources utiles, c'est l'objet dans notre quotidien, mais pas là. Les ressources utiles, et pour une fois, on va souligner l'intérêt de ces ressources parce qu'elles correspondent vraiment à ce qu'on fait dans la vraie vie. Donc, on vous a mis juste des guides que vous pouvez tout à fait télécharger. Et je vous remercie pour proposer un avenir aux enfants. Voilà, un avenir en conformité avec leurs compétences et leur potentiel.